Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la théorie des nombres. Aujourd'hui, on se concentrera sur la notion de divisibilité. Donc, on aura des propriétés sous-jacentes, la définition évidemment, des propriétés sous-jacentes et on fera quelques exercices, quelques exemples. Donc, lorsqu'on dit qu'on fait de la théorie des nombres ou de l'arithmétique, c'est la même chose. On fait quoi concrètement? C'est-à-dire, on étudie les nombres entiers et leurs relations. On va pas aller plus loin que ça. Il n'y a pas trop d'intérêt d'aller plus loin que ça. Donc vraiment, on va oublier les nombres rationnels, les réels, les complexes. On va vraiment juste les entiers. Je sais que ça peut paraître restrictif, mais il y a des propriétés vraiment sous-jacentes et intéressantes, rien qu'avec les entiers et les entiers relatifs. Voilà. Lorsque je parle d'entiers, je ne préciserai pas à chaque fois, je parlerai toujours d'entiers relatifs. Voilà. Donc les prérequis, c'est quoi? C'est au moins le raisonnement par récurrence. Si vous avez fait de la logique et les raisonnements classiques, ça aide toujours, hein, c'est un luxe. Mais vraiment, la récurrence, c'est le minimum. Enfin, pas pour cette vidéo, mais au moins pour la prochaine. Lorsqu'on fera de l'arithmétique modulaire, il y en aura besoin. Donc, le premier axiome qui nous sera utile, pas aujourd'hui, mais dans une prochaine vidéo, ce sera. euh, c'est celui-ci. En soi, c'est pas tellement un axiome, mais bon, pour sa démonstration repose sur des axiomes et sur les axiomes de Peano, et j'ai vraiment pas envie d'y passer. J'ai pas envie de m'y intéresser, donc voilà, je prends ça comme un axiome. Donc toute partie non vide de n admet un plus petit élément. Donc c'est assez logique parce que n est minoré par 0, hein. Donc si on prend un ensemble qui est inclus dans n, ce sera forcément minoré par 0 et il aura un plus petit élément. Voilà. Donc l'ensemble des entiers pairs, voilà, admet un minimum, c'est 0. Et l'ensemble des entiers naturels impairs admet un minimum qui est 1. Voilà. Donc c'est assez simple. En soi, la propriété elle sert un peu à rien dans les exercices, mais elle servira dans des preuves un peu plus théoriques. Je pense au théorème de Bézout, notamment. Voilà. Donc la définition la plus importante, et c'est d'ailleurs la seule en fait, de cette vidéo, c'est la divisibilité. On dit que A divise B s'il existe un entier tel que B égale AK. Voilà. Voilà. Donc si je divise par A, remarquez que j'aurai K qui est un entier. Donc on dit que A divise B. Voilà. On dit aussi que B est un multiple de A parce que en fait si en fait B il sera dans la table de A. Si je fais A fois 1, A fois 2, A fois quelque chose, ça me donnera B. Donc il sera dans la table. Peut-être, voilà. Et donc A est un diviseur de A, oui, ça se répète un peu. Voilà, c'est les trois mots qu'on va utiliser généralement. Ça dépend du contexte. Voilà, ça dépend juste du contexte des exercices. On note que, ouais, moi je vais noter ça A divise B, A bar B en fait. Ça veut dire que, voilà, c'est cette définition-là qui est satisfaite. Voilà, des exemples, c'est 2 divise 12, parce que 12 c'est 2 fois 6, et 6 divise 12, parce que 12 c'est 6 fois 2, enfin 2 fois 6 aussi. Et par cet exemple, je veux mettre en lien le fait que les diviseurs, ça fonctionne par couple en fait. Si vous obtenez un diviseur, vous allez en obtenir forcément un deuxième. Voilà. C'est peut-être le même, hein. Ça peut être, si c'est un carré parfait, ce sera le même. Mais en tout cas, sûrement tu en as un deuxième. Voilà. Et un troisième contre-exemple. 3 ne divise pas 13. Parce que 13, c'est pas dans la table de 3. Si je fais 13 divisé par 3, ce sera pas un entier. Donc trois tautologies qui viennent naturellement, hein. Faut pas apprendre ça, mais ouais. Donc 1 divise n pour tous les nombres. Un nombre se divise toujours par lui-même. Et n divise tous les nombres. Enfin, tous les nombres divisent 0. Par contre, 0 ne divise aucun nombre autre que 0, hein. Donc n'écrivez jamais 0 divise quelque chose d'autre que 0, hein. D'ailleurs, j'aurais même pu mettre en fait z. Il n'y a pas besoin d'étoile ici, hein. Ça sert à rien. Voilà. Ouais, un petit exemple que je vous invite à y réfléchir, hein, c'est assez rapide. Déterminer l'ensemble des diviseurs positifs de 48. Allez, j'imagine que vous y avez réfléchi. Donc je commence. Donc on aura 1 évidemment, comme dit précédemment, 1 divise toujours 48 et à 48 on aura forcément 48. Vu que 48 est pair, on aura 2.
Et donc 2, on aura 24. Si on fait 8 plus 4, on fait la somme des chiffres. Ça nous donne 12, qui est 12, c'est un multiple de 3. Donc on aura 3. Et à 3, on aura 16. On remarque que 48 c'est dans la table de 4. Enfin, il y a deux façons de le remarquer. Soit on divise 48, ça nous fait 24 et on peut encore diviser par 2, du coup on a 4. Sinon on remarque que c'est 48, hein, c'est 4 fois 12 quoi. Donc à 4 on a 12 et on a évidemment 6. 6 fois 8, 48. On peut pas aller plus loin. Si on regarde 9, 10, 11, voilà, ça marchera pas. Et on arrive à 12 et au final on a terminé. Et si j'avais, bah, je continue un peu sur cet exemple, mais si j'avais voulu tous les diviseurs, voilà, sans spécifier, j'aurais juste qu'à prendre en fait l'opposé de chacun de ces nombres. J'aurais étendu l'ensemble à l'opposé de ces nombres et j'aurais obtenu tous les diviseurs relatifs de 48. Une propriété euh, qui est assez naturelle en soi, c'est si on a A divise B, en fait on peut faire ce qu'on veut avec le signe moins. On peut jouer avec, on fait ce qu'on veut, hein, on est libre. Voilà. Donc pour montrer ça, je vais simplement montrer que A divise B implique moins A divise B. Et de ça, je vais montrer que ça implique que A divise moins B. Et ensuite de ça, je vais montrer que ça implique que moins A divise moins B. Et ensuite de moins A divise moins B, je vais montrer que A divise B. Et au final, j'aurai une chaîne un peu d'implication. Et grâce à cette chaîne, je pourrais aller à n'importe quelle propriété. Et du coup, j'aurai une équivalence. Alors, si je voulais montrer l'équivalence un peu naïvement, j'aurais montré ça, 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 ça. Et ça requiert 6 démonstrations, ce qui est un peu plus long que 4 démonstrations. Enfin, 4 démonstrations d'application. Donc la preuve ici, elle est assez simple. Elle se repose simplement sur la définition de la divisibilité et de jouer avec le signe moins. Donc B, on suppose que A divise B. Donc par définition, B égale AK. K dans Z. Donc B égale AK, c'est aussi moins A facteur de moins K. Parce que moins par moins, ça fait plus, ça change rien. Du coup, j'ai moins A divise B. Parfait. Et donc là, je parle de moins A divise B, je vais montrer que ça implique que A divise moins B. Par un jeu de signes pareil, je multiplie par moins 1 et moins B divise égale AK. Voilà. Et ainsi de suite, voilà, c'est assez simple, je vous laisse faire, je vous laisse lire. Voilà. Donc des propriétés sur la divisibilité. Si j'ai A divise B et si B est non nul, alors la valeur absolue de A est inférieure à la valeur absolue de B. Pourquoi B non nul? Parce que si B est nul, on a dit que 0 c'est un multiple universel. Et donc voilà, je peux mettre n'importe quel nombre ici, donc je peux mettre 5, 50. Et au final, je me retrouvais à 50 inférieur ou égal à 0, ce qui est absurde. Donc voilà pourquoi l'hypothèse B non nulle est importante. Et voilà, si A divise B et B divise A, alors valeur absolue de A est égale à valeur absolue de B. Donc la deuxième propriété peut être intéressante pour montrer des égalités dans certaines preuves. On s'en sert un peu. C'est une chose à pas oublier. Mais du coup aussi, un petit corollaire, hein, si A et B sont du même signe, on a l'égalité sans valeur absolue. Donc pour montrer ça, on va simplement utiliser la définition et remarquer que la valeur absolue d'un nombre relatif est forcément inférieure ou égale à 1. Donc par définition, B égale à K. Vu que B est non nul, ça veut dire que K est non nul, parce que si B était nul, forcément, et vu que si B était nul, on aurait A nul ou K nul, mais du coup, voilà, c'est absurde. Voilà, donc K est non nul. Et vu que K est non nul, on a ça. Parce que la valeur absolue de A d'un nombre relatif est inférieure ou égale à 1. Et K est différent de 0. Du coup, je multiplie par la valeur absolue de A des deux côtés, qui est positif. Donc je conserve le sens de l'inégalité. Et au final, j'ai valeur absolue de A qui est inférieure ou égale au produit des valeurs absolues de AK. Ça fait la valeur absolue de AK, ce qui donne B. Grâce à ça. Et du coup, ça conclut la propriété qu'on voulait démontrer. Parfait. Donc là, la preuve 2, elle découle de la preuve 1. Il faut simplement appliquer les propriétés. Mais évidemment, il faut exclure les cas où A et B sont nuls. Donc si B est nul, on aura ça. Donc A est nul. Parce qu'on peut mettre K peut être n'importe quoi. On s'en fout. Hein. A sera forcément nul. Et du coup, voilà. A
A et B sont nuls, du coup là, leurs valeurs absolues sont égaux. Même raisonnement pour si A est nul. Et du coup, vu que tous les deux sont non nuls, enfin si tous les deux sont non nuls, on a, là, on applique la propriété précédente deux fois, hein, de ce côté-là et de ce côté-là. Au final, on a une double inégalité. Et quand on a ça, c'est dire qu'on a une égalité. Donc les valeurs absolues sont égaux. Enfin, de A et B. Voilà. La propriété la plus importante, c'est la troisième, c'est la combinaison linéaire. Voilà, c'est celle-ci. Donc ça, c'est vraiment les propriétés importantes du chapitre, ils sont là. Avant, c'était des amuse-bouches, là, c'est vraiment les plus importantes. Donc, on se donne des entiers ABC, lambda, mu, des relatifs. Donc la première propriété, c'est la transitivité, ça s'appelle comme ça. Elle revient souvent, ce genre de propriété, c'est un peu une relation de Chal, hein. C'est la transitivité. Donc si A divise B et B divise C, alors A divise C. Donc le B s'annule un peu, hein, on se cache et on remplace B par A, quoi. Si A divise B, alors pour tout entier lambda, on a lambda A qui divise lambda B, même si lambda est nul, hein, parce qu'on aura 0 divise 0, et c'est vrai aussi, hein. Voilà. Donc si A divise B et A divise C, alors A divise lambda B plus mu C pour tout lambda et mu, hein. Je l'ai pas écrit, mais pour tout lambda mu. Et du coup, ça, on dit que A divise toute combinaison linéaire de B et C à coefficient entier. Donc vraiment, la propriété la plus importante, c'est la troisième, hein, parce qu'elle sert dans les exercices. Donc je vais les démontrer, ces trois propriétés, c'est pas compliqué, ça repose uniquement sur la définition. Donc en fait, même essayez, hein, utilisez simplement la définition de la divisibilité et les hypothèses, et ça déroule naturellement. Donc voilà, je me donne les entiers A, B, C, lambda, mu, des relatifs. Donc A divise B et B divise C. Donc par définition, il existe un cas tel que B égale AK et un entier K' tel que C égale à BK. Il manque un prime ici, hein. C égale à BK'. Donc en remplaçant B par AK ici dans la première expression, dans l'expression de CB égale BK, j'obtiens C égale AK facteur de K'. Du coup ça veut dire que c'est égal à A facteur de K', d'où A divise C, par définition. Parfait. La transitivité c'était simple. On va montrer qu'on peut multiplier par lambda, voilà, on conserve la relation. Donc si on suppose que A divise B, donc par définition il existe un cas tel que B égale AK, je multiplie par lambda, des deux côtés j'obtiens lambda B égale à lambda AK, donc ça fait A facteur de lambda, enfin, j'aurais dû mettre en évidence lambda A, mais bon c'est pas grave. Ça fait, donc on a lambda A, du coup lambda A divise lambda B. Moi j'ai pas trop géré le parenthésage ici, mais bon ça change rien. On suppose que A divise B et A divise C. Donc par définition, il existe deux entiers K et K' tels que B égale AK et C égale AK'. Donc je me donne des entiers lambda mu des relatifs. Donc lambda B plus mu C, ça me donne, je remplace par l'égalité par les égalités d'au-dessus. Donc AK, ça fait lambda AK plus mu AK'. Je factorise par A. Et du coup, j'ai que A divise lambda B plus mu C. Ce qu'on voulait démontrer, c'est parfait. Voilà, c'était assez simple. Mais bon, c'est une propriété importante. Voilà. Et à partir de ces propriétés, on peut déterminer des petites équations comme ça. Déterminer l'ensemble des antinaturels tels que n plus 8 divise 26. Donc la première chose à faire, c'est de trouver les diviseurs de 26. Bon, voilà, je note d de 26 égale à 1, 2, 13 et 26. Ça signifie qu'il y a 4 équations à résoudre. Du coup, on a n plus 8 égale 1. Du coup, quoi, ce sera moins 7. Moins 7, tu vois, ça marche pas. Du coup, moins 6, ça marche pas ici aussi. C'est pas, on veut les positifs, on veut des antinaturels positifs. Donc, voilà. Donc là, ça marche à partir de n plus 8 égale 13. Donc n égale 5 et n égale 18. On vérifie que ça fonctionne. Je remplace n par 5, j'obtiens 13, ça fonctionne. Je remplace n par 18, 26, ça fonctionne. C'est parfait. Donc l'ensemble des antinaturels qui divisent tel que n plus 8 divise 26, c'est 5 et 18. Donc là, jusque là, ça va. On n'a même pas besoin de propriété, hein, juste la définition suffit. Voilà. Donc là, il faut déterminer l'ensemble des antinaturels tels que 13 divise n plus 18.
c'est une autre paire de manches. Donc on utilise la définition. Donc il existe un entier k tel que n plus 18 égale à 13k. Donc ça veut dire que n est égal à 13k moins 18. Donc on a trouvé notre n. Donc réciproquement, pourquoi je fais la réciproque? Parce que je suis parti d'un si, hein. J'ai supposé que c'était vrai ça. Donc c'est pour ça que je dois faire la réciproque. Donc si n c'est 13k moins 18, alors déjà il faut que k soit supérieur à 2 pour que ce soit entier, hein, parce que si ça vaut 1 ou 0, ce sera un relatif. Et ça, nous on veut pas. Et d'autre part, voilà. Donc n plus 18 égale à 13k. Donc 13 divise n plus 18. Donc on vérifie simplement, on fait le chemin dans l'autre sens, hein, qui est même. Je crois qu'il n'y avait même pas besoin parce que c'était une équivalence, mais bon. Donc en conclusion, l'ensemble des entiers naturels qui divisent, tels que 13 divise n plus 18, c'est les entiers de cette forme-là, 13k, de la forme 13k moins 18 avec k, euh, un entier naturel différent de 0,1. Et enfin, un peu plus corsé, mais bon, ça reste la même histoire, hein. Déterminer l'ensemble des entiers naturels tels que n plus 8 divise 3n plus 5. Donc on suppose qu'on a cette relation-là. Donc n plus 8 divise 3n plus 5. Et n plus 8 divise n plus 8. Ça c'est toujours le cas. Donc par combinaison linéaire, on a que n plus 8 divise 3n plus 5 moins 3n plus 8. Ce qui nous donne moins 19. Donc n plus 8 divise moins 19. Ah, j'ai un peu écrit n'importe quoi ici, hein. Ça, il y a une équivalence en trop, je sais pas pourquoi. Bref, c'est vrai, mais bon, c'est inutile. Et du coup, n plus 8, ça appartient au diviseur de 19. Donc ça nous fait quelques équations à résoudre, seulement 2 en fait. N plus 8 égale 1, bah évidemment ce sera moins 7, on veut pas. Et n plus 8 égale 19, on a n égale 11. C'est parfait, c'est bien un entier naturel. Donc si n égale 11, j'obtiens réciproquement, si n égale 11, je remplace n par 11, ça me fait 19 de ce côté-là. Et de l'autre côté, ça me fait quoi? 3 fois 11, ça fait 33. 33 plus 5, 38. Donc 19, 10, 38, parce que 38, 19 fois 2 est égal à 19 fois 2. Et du coup, l'ensemble des solutions, ça fait 11. Voilà. Je ferai d'autres exercices, hein, évidemment, ce ne sera pas les seuls. Et donc, dans le prochain cours, on abordera la division euclidienne et l'arithmétique modulaire. Donc, c'est un cours plutôt important qui donne des bases un peu solides en théorie des nombres. J'espère que vous l'avez suivi. Les preuves sont plutôt simples, donc n'hésitez pas à les faire. Et je ferai des fiches d'exercice sur cette notion-là. Bonne soirée!